SICREL. Alors, je vais d'abord demander à chacun des membres de notre panel de se présenter. Donc, on peut commencer par Catherine. Bonjour tout le monde, je suis Catherine Lachaine, bibliothécaire de la réussite scolaire de l'Université d'Ontario et également membre du groupe de travail sur l'éducation ouverte de l'ABRC, donc l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. Merci Catherine. Moi, c'est Mélanie Brunet. Je suis l'autre moitié du dynamique du groupe. Je suis aussi à l'Université d'Ottawa et je suis bibliothécaire de l'éducation ouverte et je fais aussi partie du groupe de travail sur l'éducation ouverte de l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. Parfait. Merci Mélanie. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu ce matin, je suis Colin Daïgra, je suis professeur à Nantes Université en France et je suis titulaire d'une chaire UNESCO en ressources éducatives libres et intelligence artificielle. Et Bonjour, moi c'est Stéphane Roux, je suis le directeur général du service de soutien à l'information de l'Université de Sherbrooke et une légère implication dans la fabrique à titre de directeur. Donc, juste parler bien fort, s'il vous plaît, d'une bonne voix pour que ça se rende au micro du hibou. Merci. Alors, comment on va procéder pour la suite? Chacun de nos panélistes vont nous présenter 5 minutes sur le thème là, des politiques réelles. On va débuter par Stéphane, ensuite Colin et Mélanie et Catherine. Et puis, il va y avoir une deuxième partie où là, on va avoir des questions. Donc, j'ai 3 questions pour eux. Ils ont déjà reçu des questions en avance, puis ils vont répondre aux 3 questions à tour de rôle. Donc, on va débuter par Stéphane. Bonne journée. On va parler de politique. Alors, c'est ça, mon nom est Stéphane Roux, je suis directeur général du service de soutien à l'information. À l'université, il y a un rectorat, des décanats et des services. Moi, je suis dans un service, je suis directeur général d'un service, je ne suis pas professeur, contrairement peut-être à d'autres universités où ça peut être le cas. Donc, je n'ai pas ce morceau-là. Cependant, j'ai enseigné longuement. Donc, à titre personnel, je suis en éducation depuis 1994. C'est clair que les règles rejoignent mes valeurs. J'ai enseigné dans une école secondaire, j'ai été directeur d'une école secondaire depuis 2012. Depuis 2010, j'ai été à la faculté de médecine en formation médicale, en génie en 2016. Comme secrétaire de faculté, vous allez le sentir, puis depuis 2020, dans les contrats en 2020, je suis arrivé en fonction en février. Et quelques semaines plus tard, est arrivée une situation particulière, qu'on pourrait nommer une pandémie, avec des mesures d'urgence pédagogique. Donc, on n'est pas passé en ligne, quant à moi. C'était une mesure d'urgence pédagogique. Voilà. Donc, dans le cadre de mes fonctions, les premiers mois ont été beaucoup de réagir à la pandémie. Ensuite, à l'automne, avec l'aide de Marianne, on a commencé à organiser au service de soutien à l'information des activités avec l'équipe. Nous, on a essentiellement des conseillers pédagogiques, mais on a aussi une partie de l'équipe qui sont des techniciens et des techniciennes pour de la production. Et puis, il y a eu plusieurs activités durant l'année. Les activités ont été très appréciées, constructives. Ça a suscité des émotions, beaucoup d'émotions, beaucoup de débats, des confrontations de valeurs personnelles, des postures professionnelles. Ça a brassé des choses et c'est une bonne chose. À l'automne 2021, donc presque un an plus tard, on sentait qu'on avait atteint un point de saturation. Le choix des licences prenait de plus en plus de place. Les gens voulaient qu'on s'entende sur une licence. Il y avait des idéologies qui se confrontaient. Puis à un moment donné, les gens nous disaient quelle est la position de la direction du SSF? Juste du SSF. Qu'est-ce qu'on fait? Et il y avait une polarisation autour de 2 licences. On a pris un petit peu de recul. L'équipe réclamait un positionnement. Puis, la flèche. Ah, c'est la flèche du bas ou de droite? Là, ici, c'est immobilisé. C'est pardon? Comme ça. C'est quand même que je fais. Aussi. Ça. Donc, à l'automne 2021, avec tout ça, on avait entendu beaucoup de choses. On a choisi de rédiger un énoncé. Puis l'objectif et l'utilité était d'avoir une perception et un langage commun. Et la structure qu'on a retenue, c'est une politique. Pourquoi? Ben, j'avais été secrétaire de faculté, j'avais des gabarits, politique, règlement, règles, directives. Alors, j'estimais que la politique était peut-être la structure la plus appropriée. Et mon équipe de direction de l'époque m'a aidé en disant, Stéphane, veux-tu qu'on prenne une de ces structures-là, la politique, on va remplir. Et là, il y a eu des itérations. Et on en est arrivé à un document qui est quand même acceptable. Et puis, le document, la manière qui est structuré, c'est qu'il y a une mise en contexte, des définitions, objectifs, cadre juridique,
champ d'application, mais c'est les énoncés qui, à mes yeux, sont les plus intéressants. Et les rôles et responsabilités. On oublie toujours ça dans les politiques. Rôles et responsabilités. Ça a mobilisé l'équipe. Il y a eu des itérations. Je pense que c'était une bonne chose même pour l'équipe de direction. Et énormément de compromis. J'aime mieux avoir quelque chose maintenant que peut-être quelque chose dans 2 ans. Alors, l'hiver 2022, on lance la politique et les suites, c'est qu'on prévoit une révision en 2023, donc probablement à l'automne. Et puis, on pense à une circulation un petit peu plus large. Parce que pour l'instant, c'est une politique pour le service. Mais on sait très bien qu'elle voyage et je m'en sers sans l'utiliser et la sortir, je la nomme régulièrement. Par exemple, quand je fais des tournées au niveau des fonds d'innovation pédagogique, il n'y a pas une fois où je ne parle pas de REL. Et là, je leur dis, vous savez, oui, c'est ça, fini. Il y a des orientations par rapport au REL et elle est quand même très, très utile. Et à retenir, je pense que vous le savez, ceux qui sont gestionnaires de politique, ça ne gère pas. Alors, on peut l'utiliser, on peut s'y appuyer, mais fiez-vous pas à ça pour dire que dès demain, on a une politique, tout est réglé. Les énoncés, les voici rapidement. Premièrement, il est attendu que les membres du SSF fassent la promotion des REL. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Il est attendu que les membres du SSF utilisent les REL dans leur travail. Ça, c'est une découverte. On en parlera dans 2 minutes. Et puis 3, considérant le professionnalisme des membres, il est attendu que chaque personne ayant identifié une licence qu'elle produit ou qu'elle contribue à produire, c'est l'une des 4 licences suivantes. Donc, la décision qu'on a prise, c'est on ne va pas dire nous, c'est du CC-BY. On pense qu'ils sont capables de choisir. Et puis en plus, si on les encourage à en utiliser, ils n'auront peut-être même pas le choix de la licence. Alors, on pense qu'ils sont capables, c'est notre acte de foi. 4e, lorsqu'une production est réalisée avec un partenaire ou un client, donc l'approche économique, peut-être pour vous rappeler quelque chose, il est entendu qu'on va le faire avec son accord, mais on va chaudement lui recommander de prendre une REL. Et puis, ce qui est important, c'est pas négligeable, si à un moment donné, il y a trop de travaux, il y a trop de projets, les REL sont priorisées. Et puis, nous, notre rôle, 5e, c'est un énoncé où nous, on peut jouer un rôle quand les gens sont embêtés, viennent vers nous. C'est pas nous qui allons régler le tout, mais on sait qui aller voir. Quelques observations, c'est pas mal la fin de la présentation, c'est que pour ce qui est de la promotion, c'est une vertu, c'est pas un problème, vous le savez. Ensuite, la création, il y a un premier choc thermique, une réaction, mais après ça, ça va. L'utilisation, ça par contre. Parce qu'il y a plusieurs défis, on en a parlé aujourd'hui, moi j'en retiens 2 aujourd'hui, c'est qu'il faut déconstruire la perception que ce qui n'est pas original, c'est pas bon. Il faut déconstruire ça tranquillement. Pourtant, à mes yeux, c'est un geste qui est intelligent et durable. J'ai enseigné les mathématiques pendant 10 ans. Je ne veux pas te faire de peine, ce que ton gars ou ta fille, je ne sais pas, tes enfants, c'est probablement du matériel reproductible. Si c'est des réels, à Noël, fais plus une carte. Okay? Parce que c'est vraiment très bien. Mais j'ai utilisé du matériel et de réutiliser du matériel, c'est brillant. De toute façon, ce n'est pas le matériel qui fait la différence, c'est nous. Et puis l'autre, ai-je besoin d'en parler? Il faut toujours bien en trouver. Je vous laisse là-dessus. On a eu la visite de l'Université catholique de Louvain. On a parlé du levier conceptuel. En fait, on a parlé des composantes de l'enseignement, qui pour moi est un levier conceptuel. Ça, on pourrait en parler longuement, mais je m'en sers souvent. Parce que, dans le domaine de l'éducation ouverte, il y a le contenu, il y a la façon qu'on l'agence, les interactions et toute l'évaluation et la rétroaction. Le contenu, c'est un petit bout. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont j'agence le tout, la façon dont je l'anime. C'est moi qui fais la différence. Alors, honnêtement, quand j'aborde les professeurs avec ça, c'est un message qui passe quand même pas si mal parce qu'ils réalisent que ce n'est pas la REL qui enseigne. Ce n'est pas leur note de cours qui enseigne. Si c'est le cas, ils ont un problème, les étudiants vont googler. Ou les étudiants vont googler. Alors, ce modèle-là, je le trouve vraiment intéressant. Puis, je ne sais pas si dans le cadre d'une politique, vous pouvez. C'est quelque chose qui peut nous être utile. Je pense qu'une politique, ça aide, mais il faut quand même s'y appuyer. Puis, je termine sur une chose. Puis, Serge, on n'aura pas le temps, j'aurais besoin de ton aide, mais on le fera une autre fois. Parce que j'ai trouvé les statuts de l'Université de Sherbrooke. Je suis allé voir la mission de l'Université. Il est question de formation ouverte. Ça date de 2008. Ça date de 2008. Donc, c'est la formation ouverte, vous allez dire, mais dans le fond, moi, la politique qu'on a développée, elle va voyager. Mais quand je vais monter dans les instances, je ne vais rien leur demander, je vais juste leur rappeler leur vœu, leur mission. Puis, on va voir comment on peut attacher le tout. Je vous lance le défi, allez voir dans vos institutions, allez gratter un peu, puis vous allez peut-être voir de l'ouverture plus que vous pensez. Alors, peut-être que vous avez juste besoin de rappeler des choses à votre communauté. Celle de l'Université de Sherbrooke, vous pouvez googler facilement statut de l'Université, article 3, et vous allez voir le dernier amendement 2008. Quand même. Alors, voilà.
Excellent. Merci beaucoup, Stéphane. C'est très intéressant. Un outil. Ouais. On va prendre le temps d'installer la présentation. Dans la présentation, vous voyez, il y a l'hyperlien pour ceux qui souhaiteraient la continuité. Elle est imparfaite, ce qu'elle envoie. Pour ceux, j'en profite pendant ce temps-là, l'article que tu cites est un article à lire absolument, d'accord, de celui de Yves Deville et Christine Jacquemot. Oui. C'est une belle analyse de gens avec qui nous travaillons également. En fait, ça fait un moment que j'entends les mêmes noms revenir et c'est très bien. En fait, on a un même écosystème, c'est parfait. C'est celle-là? Moi, c'est ça. Ouais. Il y a un truc qui est avec les échecs. Donc, je vais éviter l'erreur de tout à l'heure en prenant trop de temps à l'introduction. Je vais aller directement, je sais, j'ai entendu. Il y avait écrit 5 à 8, mais je vais faire ça. Alors, donc, biais et chronologie. Juste, là, tout à l'heure, j'ai vu de la chronologie. Donc, je suis informaticien, je l'ai dit, et en fait, moi, je suis tombé dans les réels à un autre moment. Je suis tombé dans les réels parce qu'en tant qu'informaticien, on faisait du machine learning, de l'IA, et puis on avait envie de le faire pour autre chose que des trucs qui semblaient inutiles, donc pour partager la connaissance. Et c'est à ce moment-là qu'avec d'autres en Europe, on s'est mis à travailler là-dessus. Ça a convaincu aussi donc l'UNESCO qui nous soutient, puis Nantes Université qui s'est mis à nous soutenir. Et il y a toujours au niveau de la chronologie des éléments qui ne m'appartiennent plus, mais qui sont ceux de Nantes Université. Nous avons une présidente, Karine Bernot, qui est juriste et qui est quelqu'un qui défendait fortement dans ses travaux de recherche l'open access. Donc, assez logiquement, l'éducation ouverte l'intéressait au moins autant et soutient ce genre de choses depuis qu'elle est élue. Voilà. Alors, ce que je voulais, c'était parler non pas de ce qu'on a fait de génial, mais des erreurs. On apprend souvent beaucoup plus à partir de ça. Alors, c'est des erreurs, mais c'est des erreurs, des échecs, mais sur lesquels on peut quand même, j'espère, apprendre des choses. En tout cas, j'espère. Donc, la première, c'est dès 2012, à Nantes, on a lancé une plateforme qui s'appelait Open Courseware. C'est l'époque où le mot OER n'était même pas encore vraiment celui qui était promu. Donc, on avait lancé une plateforme ouverte et qui existe encore. Et oui, voilà, c'est juste le genre de choses qu'il fallait pas faire, soit que après coup on a appris beaucoup de choses avec ça. Donc c'est le genre de plateforme qui a été faite parce que j'avais insisté très fort, mais qui ne correspondait pas à un projet d'établissement à ce moment-là, donc il n'y avait pas nécessairement le pilotage politique. Et puis en fait, il répondait absolument pas à des attentes, des besoins des collègues. On n'avait absolument pas travaillé labourer le terrain avant de se mettre à planter. Les choix technologiques n'étaient pas les bons. C'était un Moodle, mais qui faisait en sorte qu'à partir du moment où c'était Moodle, ça faisait peur parce qu'il y avait des étudiants qui allaient s'inscrire dessus. Et donc, on avait, en fait, tout a été fermé à clé de tous les côtés. Bon, tout ça pour dire que la plateforme existe encore. Je suis moi-même incapable de retrouver mes cours dessus. D'accord, mais parce que des choix avaient été faits un petit peu trop tôt, un petit peu en faisant pas attention. Alors j'ai vu parler de plateforme tout à l'heure. Je suis sûr que vous êtes en train de prendre beaucoup plus de temps. Vous faites pas cette erreur-là. Ça me semble très bien. Mais donc important, c'était aussi les choix politiques de l'établissement n'y étaient pas et le pourquoi est-ce que ça répondait à un besoin de l'établissement n'était pas là. Un deuxième échec, c'est celui de la recherche. Donc là, j'ai entendu des discours de recherche, c'est très bien, mais j'ai aussi pensé, je suis en laboratoire d'informatique, il y a de la data de l'éducation, on va faire de la recherche là-dessus, on va faire travailler les collègues sur ce genre de choses-là. Et très honnêtement, en plusieurs années de travail, j'ai fait quelques petites choses, j'ai absolument pas réussi à créer un effet d'entraînement. Il y a plein de raisons à ça. C'est aujourd'hui les gens qui font de la data, on foison de data de tous les côtés. Donc, avant d'aller s'empoisonner la vie, aller regarder des datas autrement, très compliquées, comme les datas de l'éducation, les spécialistes de l'informatique ne vont pas nécessairement aller là-dedans. Le deuxième, c'est que, effectivement, comme c'est des données de l'éducation, c'est des données personnelles, il y a des enjeux éthiques qui se posent très vite. Et là aussi, pour un pur informaticien qui veut avoir des résultats en informatique, des algorithmes, des choses comme ça, c'est pas une bonne idée d'attaquer ce genre de questions-là. Et enfin, parce que très vite, les problèmes intéressants dans ce genre de domaine sont des problèmes multidisciplinaires. Donc, il faut que vous ayez des structures adaptées à la multidisciplinarité. J'ai entendu des choses ici qui me font penser que vous les avez peut-être.
faut les créer sinon, d'accord. Il faut effectivement habituer les gens à travailler ensemble, pas simplement au niveau des bibliothécaires et les personnels ou les ingénieurs pédagogiques, mais entre chercheurs de différentes disciplines si on veut avancer, si on en avance pas. Pour nous, là-dessus, c'est un petit peu un échec. On a quand même réussi à avoir un petit peu d'argent là-dessus, mais c'est pas assez loin. Dans le même genre, c'est le travail avec les ministères. Dès le début, sur les REL, on a voulu travailler avec les ministères. Alors, comme en fait, ni les enjeux ni les définitions elles-mêmes n'étaient comprises, c'était compliqué. On dit l'argument était souvent retourné, mais de quoi tu viens nous parler? On fait déjà éducation ouverte. On est même les meilleurs du monde. Bon, voilà, on était les meilleurs du monde. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait cette idée à partir du moment où je publie de façon gratuite des ressources, c'était les REL. Et les 80%, voire 90% de ceux qui étaient publiés n'étaient pas licenciés. Et à un moment donné, ils ont bien dû faire machine arrière sur le ministère et puis refermer un petit peu les différentes collections. Donc, l'incompréhension, le fait que les licences Creative Commons n'étaient pas à un moment donné adaptées au droit français, ou en tout cas étaient trop anglophones, tout ça a été un frein à ce moment-là. Puis ensuite, pour travailler avec ça, il faut effectivement créer des relations de confiance. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu le nom d'Alexis Kaufmann, effectivement, le genre de personne qui change la donne, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale en France embauche quelqu'un qui a une expérience là-dessus et il est à l'intérieur avec l'idée de développer une politique. Voilà, donc ça, c'est un peu les trois grandes lignes d'échec, de semi-échec, parce qu'aujourd'hui, sur les trois volets, les choses vont un petit peu mieux. Alors aujourd'hui, justement, aujourd'hui à Nantes, on va faire un petit peu de pub, et si je fais pas assez de pub, je suis sûr que Arnold me rectifiera. Donc vraiment, il y a une volonté, et c'est agréable d'être dans un établissement qui a mis dans ses statuts, qui a signé des documents, qui s'est engagé dans des vidéos pour dire on y croit, on croit non seulement à l'ouvert au niveau de l'éducation, mais à l'ouvert sur la recherche, à l'ouvert sur la gouvernance, à l'ouvert sur la data. Donc l'ensemble des ouverts qui vont essayer d'avancer ensemble. Donc c'est bien, on a des documents là-dessus. C'est un discours qui se tient et qui continue à se tenir. Donc, il y a une continuité qui permet de voir et d'être crédible auprès des bailleurs de fonds. Il y a tout un travail absolument phénoménal. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui prend en charge ce genre de choses-là, de comitologie, de faire travailler des groupes, des gens, pour qu'il n'y ait pas les querelles habituelles qu'on va trouver dans une université où certains vont y aller et puis d'autres vont se mettre à freiner. Donc, ça prend du temps, mais c'est la bonne manière de faire les choses, d'essayer de faire avancer un petit peu tout le monde en même temps. Voilà. Et puis, il y a des aspects internationaux pour pouvoir faire ça. Alors, en Europe, on a des universités européennes, des choses de ce type-là. On a un partenariat avec l'UNESCO, on en a déjà parlé. Et puis, des opérations très concrètes qui sont en train de se mettre en place. On en a parlé tout à l'heure ce matin. Donc, des opérations de formation des personnels, de tous les personnels qui sont intéressés. Et puis aussi des opérations d'essayer de convaincre, donc d'aller à la discussion. Voilà, donc c'est un petit peu ça. J'ai un dernier transparent, mais c'est le dernier, voilà, qui s'appelle Demain. En fait, j'ai aucune idée de quoi sera fait demain. D'accord, les obstacles sont, même avec une extrêmement bonne volonté comme celle de Nantes, les obstacles, ils sont réels. Quand j'entendais l'enthousiasme tout à l'heure, cet enthousiasme-là, je l'ai aussi. Mais en fait, je me dis, mince, on l'avait, cette impression qu'on a tout à fait raison, qu'on doit pouvoir y arriver, et pourtant, c'est dur. D'accord? Et pourtant, ne nous leurrons pas, c'est vraiment difficile. Quand je vois un enseignant et que je lui dis, tu préfères quoi? Tu préfères partager la connaissance ou confisquer la connaissance? Vous savez quoi, j'en ai rencontré aucun qui m'a dit, moi, je suis pour confisquer la connaissance. C'est évident, d'accord? Cela dit, d'accord, et dès que j'aurai le dos tourné, ils vont faire des choses qui vont correspondre à confisquer de la connaissance. Donc, on a des choses encore à faire. Merci. On va terminer les présentations avec Mélanie Brunet et Catherine Lachaine. Donc, on vous laisse présenter. C'est ça. C'était ah oui.
Donc, aujourd'hui, on ne vous parle pas d'une politique en particulier parce qu'il n'y en a pas, mais on espère qu'il va y en avoir une. Ça, c'est le plan. Puis, on parle au niveau national. Puis, aujourd'hui, si vous avez entendu parler de SOMEREL peut-être 2-3 fois, vous n'avez aucune idée de quoi on parlait, bien, on va vous le dire de quoi on parlait. Okay. Donc, pourquoi une stratégie nationale en matière de REL, puis pourquoi faire appel au gouvernement fédéral? Donc, on le sait, au Canada, l'éducation, c'est un domaine provincial et territorial, mais on sait aussi que le fédéral contribue déjà ou est déjà impliqué dans des programmes ou des politiques qui touchent à l'éducation. Donc, ça veut dire potentiellement qu'il pourrait aussi toucher aux ressources éducatives libres et à l'éducation ouverte. Donc, par exemple, le gouvernement fédéral a des responsabilités nationales, des engagements internationaux, y compris les recommandations sur les ressources éducatives libres de l'UNESCO qui ont été adoptées en 2019. Mais aussi, le gouvernement fédéral se préoccupe de la relance ou de la reprise économique après la pandémie et voit l'éducation comme étant un pilier de cette reprise-là. Le gouvernement fédéral est aussi déjà impliqué dans la coordination de certaines choses entre les provinces et les territoires et avec le fédéral. On parle aussi que le gouvernement fédéral est déjà impliqué dans des choses qui ont rapport avec une infrastructure nationale. Le gouvernement est aussi préoccupé de questions d'équité, de diversité, d'inclusion et de réconciliation. Donc, ces choses-là, ce sont tous des exemples de domaines dans lesquels le gouvernement fédéral est déjà intéressé et qui, dans le fond, viennent toucher les REL. Puis, en termes d'exemples concrets d'engagements fédéraux actuels qui sont pertinents à l'éducation, l'enseignement postsecondaire et au REL, il y a par exemple la loi sur les langues officielles, mais il y a aussi le gouvernement ouvert. Donc, l'objectif d'avoir une stratégie et d'avoir un cadre national de revendication pour les ressources éducatives libres au Canada, c'est de faciliter la coopération et la coordination entre les parties prenantes au sujet des REL. Puis, ça, c'est en ce qui concerne la promotion des REL au niveau national, mais aussi de faire des revendications pour une implication fédérale. Et c'est aussi pour faire avancer la discussion et faciliter, dans la mesure du possible, la coordination des travaux de sensibilisation quant au REL. Et aussi, bien entendu, comme je disais, de tirer profit des liens avec les programmes fédéraux qui sont déjà en place. Donc, c'est important de mentionner que dans la rédaction, dans la pensée derrière une stratégie nationale et un cadre national qui viendrait inspirer tout le monde et avoir un message si pas unique, mais au moins coordonné. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées là-dedans. Donc, je vais juste nommer certains groupes, mais c'est une discussion qui a commencé avec des praticiens, des experts en ressources éducatives libres qui viennent de diverses parties du système postsecondaire canadien. Donc, on parle de bibliothécaires, de professeurs, on parle du Conseil des bibliothèques postsecondaires de l'Atlantique, PC Campus, l'Alliance canadienne des associations étudiantes, Campus Stores Canada, l'Association des bibliothèques de recherche du Canada, l'Association canadienne des professeurs d'université, Collège et Institut Canada, le Consortium national de développement de ressources pédagogiques en français au collégial, e-Campus Ontario, OTESA, le réseau des leaders REL et Spark. Et je suis sûre qu'il y en avait d'autres, puis je m'excuse que je l'ai oublié. Donc, on parle de beaucoup de personnes qui ont été impliquées et de beaucoup de points de vue qui ont été inclus et qu'on peut continuer à inclure, bien entendu. Et dans ces conversations-là, il y a 3 axes principaux qui ont été identifiés. Donc, l'infrastructure et les politiques, l'éducation ouverte francophone, l'éducation ouverte autochtone. Et là, on va vous parler plus en détail de l'éducation ouverte francophone et les REL francophones en particulier. Donc, juste pour mettre ça en contexte, une petite chronologie, on parlait du SOMEREL, ceux qui étaient au sommet l'ont vu, mais depuis 2017, il se passe quand même beaucoup de choses pour justement mener vers un engagement du gouvernement fédéral et des politiques. Donc, par exemple, une soumission qui avait été faite durant la consultation prébudgétaire fédérale par l'Alliance canadienne des associations étudiantes et qui avait une recommandation au sujet de financer les REL. Donc, si on avance dans le temps, il y a eu la recommandation sur les ressources éducatives libres de l'UNESCO.
Puis, finalement, au printemps 2021, c'est là que la conversation dont on parle présentement a débuté autour d'avoir une stratégie nationale sur les ressources éducatives libres. En mars 2022, il y a eu une première ébauche d'un cadre de revendication. Ensuite, il y a eu le premier sommet sur l'infrastructure et les politiques qui a eu lieu en anglais à Toronto. Et plus récemment, le fameux sommet REL qui a été mentionné aujourd'hui, un sommet REL francophone qui a eu lieu à Ottawa il y a juste 2 semaines et dont plusieurs d'entre vous étaient là. Et le petit point, on est rendu là. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? C'est le lancement officiel du cadre plus tard ce mois-ci et le sommet REL autochtone l'hiver prochain. OK. Donc, Mélanie parlait d'un cadre. Donc, on a un document qui a été rédigé par un groupe de personnes pour vraiment aligner cette stratégie-là de revendication. Mais là, on est à l'étape de concrétiser le cadre. Donc, bien sûr, il va être lancé, mais maintenant, qu'en faire de ce document-là? Bien, les sommets étaient une réponse pour concrétiser le cadre. Donc, en collaboration avec des experts en matière d'éducation ouverte, on a fait ces sommets-là pour regrouper les gens puis décider vraiment quelles sont les priorités à cibler pour ces revendications-là. Donc, le deuxième point, priorité qui doivent être mises de l'avant. Ensuite, c'est l'idée aussi avec les sommets est créer comme une communauté pour collaborer, coordonner, présenter une voie commune pour les revendications des REL au fédéral. Donc, on le sait, on l'a dit aujourd'hui, communauté, collectivité, donc il faut engager le plus de gens possible pour faire valoir les REL et ce qu'on veut faire avec les REL. Et éventuellement, on veut aussi identifier avec la diffusion du document d'autres parties prenantes, des défenseurs potentiels pour les inclure dans ces initiatives-là. Donc, le sommet qui a eu lieu à Ottawa, donc il y avait un panel, encore une fois, avec des étudiants. Donc, Laurence qui était ici a participé et d'autres étudiants aussi. Donc, panel sur les revendications parce que plusieurs personnes, moi, je n'ai jamais fait de la revendication auprès du fédéral ou même provincial. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Donc, on a eu un panel là-dessus qui a bien guidé la discussion qui en a suivi. Donc, des séances de travail, des formulations pour des demandes, une rédaction aussi, exercice de rédaction de revendication. Donc, pour ceux qui ont participé, je pense que ça a été vraiment, ça nous a vraiment permis de mieux comprendre ce processus-là de revendication, puis également d'avoir des discussions super intéressantes sur quels sont nos enjeux locaux à chacun d'entre nous, mais qu'est-ce qu'on a aussi en commun. Donc, on a plusieurs choses en commun. Donc, le sommet, on l'a dit, c'était à Ottawa, mais il y avait des représentants du Québec, l'Ontario, Manitoba, Alberta, Nouveau-Brunswick. Donc, on a eu une belle discussion. Donc, certaines priorités potentielles, vite, exigeantes en matière de licence ouverte pour les ressources produites et financées par le gouvernement, mise en opération de dépôt, donc ces fameux dépôts que tout le monde souhaite. Donc, si on avait quelque chose de fédéré au niveau national, ça l'aiderait pour justement la découvrabilité des ressources, Comité national de coordination, financement des 3 conseils pour les REL, études nationales aussi pour mieux comprendre l'abordabilité du matériel éducatif. Puis je vais juste mentionner, je sais que je suis comme au-delà de notre temps, mais on a parlé aussi d'intelligence artificielle qui n'était pas ressortie au sommet à l'automne dernier parce qu'on ne savait pas. Puis, mais là, on savait, donc on en a parlé. Mais aussi, toute la question francophone a été vraiment mise de l'avant. C'est le but en fait, de ce sommet. Donc, on en reparlera là, durant le panel. À venir, comme disait, le cadre va être lancé, sommet REL autochtone. Consolider les demandes, donc on a 3 sommets, donc tout prendre ça, mettre ça ensemble, créer vraiment un discours aligné, et puis la mise en action. Donc, c'est ce qui s'en vient. Nous, on est là-dessus. Il y a plein de gens qui ont participé aussi qu'on va essayer de vraiment... on regarde au courant. Oui, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, donc, on a sélectionné 3 questions pour vous. Donc, je vais commencer par la première et je vais demander à Stéphane d'y répondre en premier. Donc, la question, c'était, selon votre expérience, quels ont été les facteurs, éléments, étapes qui ont été essentiels à la mise sur pied de votre politique REL? Alors, Stéphane, qu'est-ce que tu aurais à répondre à cette question-là? Ma réponse, pour être honnête, c'est des questions qu'on va venir.
Et je me souviens des éléments de réponse avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, peut-être qu'il y en a en évidence, mais à un moment donné, il y a une question d'appropriation, une question de tolérance. Il faut l'essayer, il faut se tromper. Puis quand les gens me disaient, ouais, mais si on se trompe, ben, ils se trompent pas. Puis si je fais quelque chose de pas correct, ben, il n'y a personne qui va t'emprisonner. Puis à la limite, je te dirais, ben, ajuste-toi. Puis, quand on a fait la démarche aussi, il faut consulter les gens, mais à un moment donné, comme en recherche, on atteint un point de saturation de l'information. Il faut passer à une étape suivante. Nous, le choix a été de mobiliser l'équipe de direction et de dire, ben, regardez, ils veulent un positionnement, on va en donner un, mais on essaie de ramener le débat à un autre niveau plutôt que de dire, et vous voyez la situation, là, les CP qui travaillent ensemble, là, ils veulent s'entendre sur une licence parce qu'apparemment, le problème est là. Mais si vous acceptez d'en faire la promotion, d'en utiliser et d'en produire, la licence va venir d'elle-même. Puis, il y a quelqu'un qui m'a même dit dans l'équipe, Stéphane, es-tu sûr que les gens sont capables de une insulte? Je me demande pourquoi les gens autour de lui n'ont pas sorti de la pièce. Parce que, oui, les professionnels, ils sont capables. Ils sont certainement capables, et à la limite, ils ne se trompent pas. Ça, c'est certaines étapes. Et une des étapes qui n'était pas là, puis elle ne serait toujours pas là, c'est d'avoir l'ambition de monter une politique rapidement dans les instances en espérant que l'université au complet va adhérer à ça. Puis ça, c'est utopique. Commençons des petits pas. Puis, c'est sûr, peut-être miser sur mes acquis. Je n'avais pas réalisé que dans les statuts, j'avais autant d'appui pour pouvoir me faire progresser le tout. Puis, il y a même quelqu'un qui m'a dit, quand on parlait de la politique, les profs n'adopteront pas ça. Parce que c'est la politique du CSSF. C'est la politique du service de soutien à la formation. C'est ce qui va diriger notre travail. On parlait avec les profs. Mais je vous dis, chaque projet d'innovation que je supervise, je leur propose une REL, je ne suis jamais mal accueilli. Mais à un moment donné, je dois leur rappeler que la REL, c'est un petit bout de leur travail. Puis, là, il y a de l'ouverture. Mais la plupart du temps, ils sont assez prêts parce qu'ils pensent que leur REL, si elle voyage, va être meilleur. Ils vont pouvoir y aller. Donc, dans les réponses, là, il y a des éléments essentiels. J'en ai nommé quelques-uns, la mobilisation de l'équipe, les mettre à l'ouvrage, vraiment en faire et se tromper. Un atelier, Marianne, monsieur, je ne te vois pas bien, mais un atelier où on en a fait, puis les gens essayaient des choses. Les faire passer à l'action. Ils en ont tenté, puis on en a pris des existantes, des ressources, que les gens étaient prêts à libérer, donc se poser des questions. Donc, on est parti aussi de ressources existantes. Mais un obstacle, c'est beaucoup aussi, si ce n'est pas neuf ce que je fais, c'est pas bon. Puis, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Selon moi, je n'engage pas la fabrique ni l'Université de Sherbrooke, là, mais en mon nom, je pense que c'est pas vrai. Excellent. Merci beaucoup, Stéphane. Maintenant, je passe à vous. Avez-vous besoin que je répète la question ou ça va? Moi, ça va, mais peut-être, je sais pas. Oui, donc, je répète la question. Selon votre expérience, quels ont été les facteurs, éléments, étapes qui ont été essentiels à la mise sur pied de votre politique réelle? Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette question-là? Oui, bien, nous, évidemment, on est à l'étape très politique, comme on l'a mentionné. C'est vraiment un travail de longue haleine pour arriver à faire entendre nos demandes envers du gouvernement. Donc, étape très politique, juste mise sur pied n'est pas encore là, mais ça s'en vient. Ce qu'il y a, les facteurs, les éléments, bien, il y a certaines choses. Une des choses, c'est vraiment les recommandations de l'UNESCO. Donc, le Canada est un État membre de l'UNESCO. Donc, ces recommandations-là s'appliquent aux États membres. Donc, on aimerait que le gouvernement fédéral, le Canada, agisse, s'implique pour les règles. Donc, il y a ça. Mais l'idée, c'était vraiment, on constate il y a vraiment un manque de politique interprovinciale, interterritoriale. Au Canada, on est dans une situation unique où le pays n'est pas... l'éducation est sous des instances provinciales. Le gouvernement fédéral a peu son mot à dire là-dessus. Par contre, il y a ça, puis il y a aussi toute l'idée aussi du bilinguisme à francophonie, donc qui fait qu'on est très, très dispersé, très en silo partout dans nos coins, puis c'est difficile de coordonner tout ça. Donc, on sait qu'il y a des provinces qui ont beaucoup d'expertise, des champions, on a parlé de BC Campus plusieurs fois aujourd'hui, donc la Colombie-Britannique qui ont été vraiment précurseurs. L'Ontario a suivi aussi, nous on a une belle plateforme service e-Campus Ontario qui nous permet justement de déposer nos trucs, etc. Mais il y a d'autres provinces qui ont rien. Puis, il y en a d'autres, comme au Québec, vous avez plusieurs projets, plusieurs initiatives. En même temps, on n'est pas tous rendus au même niveau. Donc, c'était une idée de vraiment commencer à trouver une idée
d'aligner tout ça, coordonner pour que tout le monde puisse vraiment être soulevé dans le mouvement des rêves. Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver justement une ligne directrice, puis on pense que si le gouvernement fédéral reconnaissait les rêves comme étant important, l'éducation verte en général, bien, ça donnerait justement le levier pour permettre l'avancement du sujet dans les provinces qui n'ont pas encore de ligne directrice à ce sujet-là. Donc, c'est vraiment de combiner nos efforts, être plus stratégiques aussi, tous ensemble, tout en respectant aussi les différents contextes locaux. Donc, c'est pour ça aussi qu'on parlait de la francophonie. Au Québec, c'est le colloque sur les rêves au Québec, mais il y a des choses qui se font, puis on a des collègues qui sont un peu les champions seuls dans leur province, puis qui essayent fort en français, puis ils ne sont pas du tout soutenus par leur gouvernement provincial. Donc, on espère vraiment créer une communauté plus nationale. Puis, finalement, positionner le Canada comme... On sait que le Canada est très reconnu dans le monde, mais on a nos héros des rêves qu'on connaît, qui sont, ici, qu'on a mentionné, qui sont très présents sur la scène internationale, mais on aimerait que le gouvernement du Canada se positionne concrètement. Donc, c'est un peu ça qui a mené à cette discussion-là qui date depuis maintenant 3 ans. Super, merci beaucoup. Moi, j'en retiens l'importance de se rassembler, voir les points qu'on a en commun dans nos revendications pour faire pression à plusieurs. Je pense que ça va être ça la clé pour la suite. Si je passe à la question 2 maintenant. Alors, selon votre expérience, comment avez-vous réussi la promotion de cette politique au sein de votre établissement et ce, palier confondu? Alors, Colin, est-ce que tu as des réponses pour nous par rapport à la promotion? Comment, des pistes, au moins, pour nous aider? Je vais essayer. Donc, vous remarquez que j'ai astucieusement refusé de répondre à la première question. Non, mais ça aurait été... je pense que notre université est en train de faire les bons choix, mais c'est difficile d'arriver en train de dire « suivez notre exemple parce que c'est gagnant ». En fait, il va falloir le démontrer et il nous faut quelques années quand même pour arriver à le démontrer. Mais je pense qu'on va dans la bonne direction. Donc, comment faire pour convaincre? Mais pour convaincre, c'est clair, il faut aussi tomber sur des gens qui ont envie de vous écouter. Mais ça va valoir à la fois pour l'équipe, pour nous on parle de l'équipe présidentielle, mais ça vaut pour les enseignants et ça vaut pour les étudiants. Donc il faut trouver le moment. Enfin, il faut soit avoir de la chance, c'est le cas. On a eu une présidente qui a été élue et qui était immédiatement en train d'adhérer. Nantes, c'est un endroit où la présidente, notre interlocuteur numéro 1, c'est le vice-président, formation et éducation ouverte. C'est dans son titre, c'est-à-dire que quelque part, son mandat, son portefeuille contient le terme. Donc ça, c'est très important. Donc, à partir de ce moment-là, il y a le travail qu'on peut avoir pour aider, pour convaincre, c'est beaucoup plus facile. Alors, néanmoins, je crois que retenir sur ça, c'est le côté, il faut essayer d'avoir des conditions objectives pour utiliser un petit peu le vocabulaire marxiste. Il faut que ces conditions objectives existent. Donc, se poser la question, en quoi est-ce que les étudiants, on apporte quelque chose? Et là, vous avez de la chance d'avoir des étudiantes qui arrivent, qui ont même écrit des choses, ou qui, à Ottawa, ont dit des choses. Donc, ça, c'est absolument génial. Pour les enseignants idem, quelles sont les préoccupations des enseignants et arriver à les convaincre qu'on a des solutions. C'est pas si évident que ça. C'est pas parce qu'on est enthousiaste qu'on va arriver à convaincre. Il va vraiment falloir aller les uns après les autres discuter avec eux. Et l'équipe présidentielle, j'aurais une tendance à dire que soit ils ont envie de nous écouter et dans ce cas-là, tout va très bien se passer, soit en fait ils pensent à autre chose et c'est dur. D'accord, pour l'avoir vu dans le passé, ces gens qui vous écoutent parce que sur le d'arrivée, vous dites je dis la même chose que l'UNESCO. Bon, c'est bien de dire la même chose que l'UNESCO, mais ça ne suffit pas. Donc oui, il faut travailler à ces 3 niveaux, les étudiants et les personnes, les enseignants, et puis ensuite les équipes gouvernementales. Et trouver ceux qui sont prêts à nous entendre, à nous écouter, puis de rassembler ces gens-là. Excellent, merci Colin. Alors, on va passer à la 3e question maintenant. Au-delà de l'adoption de politiques institutionnelles, quelles actions pourraient permettre de renforcer la capacité des parties prenantes à créer, accéder, réutiliser, adapter et redistribuer les REL
Dans cette perspective, quels seraient les éléments les plus importants à mettre en place au niveau local, provincial ou national? Alors, si on y va avec vous, les filles. Une des choses que, Catherine, on se pose toujours la question, c'est qu'est-ce qui vient avant la poule ou l'œuf? Oui. Parce que toujours cette chose-là, est-ce que pour justement encourager et renforcer les capacités, est-ce que ça passe du niveau d'institution, de la province, du fédéral, disons, ou est-ce qu'on va de l'autre côté? Ou vraiment, c'est un mélange des deux. Un peu comme on a mentionné aujourd'hui, on fait comme top-down, ben aussi comme bottom-up. Comme vraiment, je pense pas que ça peut être vraiment une ou l'autre. Ça devrait vraiment les deux en parallèle. Ça sonne un petit peu comme on va finir par se retrouver dans le milieu. Oui, c'est ça. Mais il faut vraiment aller sur les deux côtés. Donc, il y a ça. Ça nous fait penser aussi, bon, là, on a parlé que un des grands joueurs derrière la stratégie qui suggérait de faire ça, c'était la BRC. Mais on parle dans le fond du bibliothécaire, mais c'est plus que ça. Mais que aussi, ce qu'on se rend compte, par exemple, le Conseil des ministres d'éducation du Canada, comme CNEC, on les associe souvent à l'éducation primaire et secondaire, mais ils ont aussi des priorités en termes du post-secondaire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, du moins d'aider avec nos capacités de revendication et après de créer de tout ça, de les ajouter là-dedans? Parce que dans le fond, ça serait un peu une porte d'entrée pour justement aller vers les provinces. On sait que c'est au niveau provincial que l'enseignement, exactement, aller vers le fédéral, mais ça va revenir au provincial. Donc, ce conseil-là peut avoir un pouvoir concret au niveau des politiques éducationnelles à différents niveaux. Mais moi, personnellement, j'aimerais comme terminer ma petite intervention avec un point particulier qui est au sujet de la reconnaissance. On a parlé souvent aujourd'hui. Puis, puis que cette reconnaissance-là doit être dans une politique, dans le sens où ça doit aller au-delà de l'appui financier. Parce que oui, je veux dire, l'appui financier est important, mais jusqu'à un certain point, on se rend compte que, ben oui, j'ai eu une subvention pour faire ça, puis là, ben, ça m'a permis de le faire, engager des étudiants, etc. Mais comment ça paraît dans, justement, mon dossier de promotion ou est-ce que ça fait une différence? Puis ça, bien entendu, je suis certaine que ça varie d'un type d'institution, d'établissement à l'autre, comme est-ce que c'est un établissement vraiment axé sur la recherche ou sur l'enseignement. Donc, ça, ces choses-là vont varier. Mais ça prend des incitatifs à différents niveaux. Donc, pas juste financier, pas juste au niveau institutionnel, mais aussi provincial, fédéral. Par exemple, que ce soit des bourses ou même des prix qui sont comme pour l'enseignement, comme au niveau fédéral, ben pourquoi on parle de si on prix de reconnaissance pour des enseignants du secondaire, disons, qui font preuve d'innovation, ben est-ce que des pratiques d'éducation ouverte et d'éducative ouverte pourraient être une forme d'innovation et donc être reconnues par ces choses-là? Donc, peut-être être plus spécifique que l'éducation ouverte, les pratiques éducatives ouvertes, la création de REL devrait être considérée parmi ces critères-là. Donc, il y a ça. Puis, le dernier point, c'est aussi autour de la reconnaissance, mais en termes de découvrabilité, parce que je pense que les deux vont ensemble. Parce que si on peut découvrir une REL, peut-être que de la reconnaissance de quel travail qui a été fait et de qui a travaillé là-dessus et qu'est-ce qui a été fait pour revenir. Puis, j'ai un exemple j'ai une professeure qui m'a envoyé un courriel cette semaine pour me demander si on avait une suggestion de fonds auxquels elle pourrait faire demande parce que une chose qu'elle a remarqué, c'est que oui, elle fait des REL, mais là, elle fait un manuel ouvert, puis là, elle veut le publier, mais elle n'a pas l'argent pour passer à travers une maison d'édition comme qui dit « on va le publier en libre accès si tu nous payes comme 15 000 $. Elle n'a pas cet argent-là, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle disait qui manquait en termes de créer des REL, c'est qu'elle n'a pas justement le rayonnement qui vient après, c'est-à-dire le coup de pouce pour faire du marketing, cette affaire-là, puis de le promouvoir partout. Elle n'a pas ça. Là, ça m'a rendu un peu triste parce que j'étais comme, OK, ben, on peut essayer de faire ça, mais
c'est dommage comme, je vais passer par une maison d'édition traditionnelle ou conventionnelle pour le marketing. Parce que ça me manque. Fait que je pense que c'est quelque chose à garder. Il faut leur en venir à offrir Exactement, ce genre de c'est ça. service-là qui est essentiel dans le C'est fond, dans toute la Oui, chaîne au exactement. complet. Excellent. Merci beaucoup. Donc, rapidement, parce que le temps file, Stéphane, qu'aurais-tu à dire par rapport à cette question-là? Donc, au-delà de l'adoption de politique, là, comment faire avancer l'éducation ouverte? Ben, il y a beaucoup de choses qui ont été nommées, mais là, c'est drôle, une réaction spontanée qui ressemble à la psychologie. Quand quelqu'un ne va pas bien, on lui dit souvent fais plus, fais de l'exercice, mange mieux. Et les psychologues disent souvent aussi peut-être qu'on peut y en enlever. Donc, ce que je veux dire par là, la personne qui ne va pas bien, on devrait y enlever des choses, lui dire laisse tomber ça, laisse tomber ça. Le lien à faire avec les REL, c'est que le financement qu'on donne nous permet de créer de l'air aux personnes enseignantes pour qu'ils puissent faire des REL. Et quand on trouve les mots justes, on peut convaincre une direction. Si je dis à une direction universitaire, ce prof-là pourrait être dégagé, c'est pas pour faire du matériel qui va servir qu'à lui, c'est du matériel qui va servir pour les REL. Alors, là, c'est une réaction bien humaine et spontanée, c'est que les gens, pour faire des REL, ont besoin d'air. Et pour avoir de l'air au cégep, c'est pas la même dynamique que dans les universités, mais dans les deux cas, je pense que là, je vois des visages là, dans les tours d'écran, puis je pense que c'est le message que vous avez lancé, c'est aidez-nous à aller chercher un petit peu l'oxygène. Puis après ça, on va créer des règles qui vont servir à bien du monde. Puis moi, c'est l'argument numéro 1 que je peux utiliser pour les directions. C'est un investissement de temps, dans le fond, qui va être gagnant pour plein d'autres. Exactement. C'est comme donner à Centraide. En fait, on ne donne pas, on investit. Oui, exact. C'est ça. C'est de le vendre comme ça. C'est un peu la même chose. Puis le lien que je fais aussi quand je parle aux directions, c'est de rappeler que ça, c'est une mesure concrète de développement durable. Vous avez tous des plans d'action de développement durable. Vous ne savez pas quoi faire avec. Alors là, on vous donne une mesure hyper concrète et ils viennent assez ouverts généralement à ce moment-là pour dire c'est vrai. Puis ils ouvrent un petit peu les valves puis un peu l'oxygène. C'est pas l'Eldorado, mais c'est quand même une liste. Excellent. Merci, Stéphane. Et je termine par toi, Colin. Oui. Alors, quoi ajouter à cette question existentielle profonde? Ouais, en fait, je vais continuer sur la lignée du marketing et de l'investissement, d'accord, mais les deux interventions m'ont semblé importantes. Et c'est de dire que si on se demande demain, est-ce que je recrute un ingénieur pédagogique ou un bibliothécaire, je peux recruter un économiste. D'accord? C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de réfléchir en ces termes-là, parce que c'est bien à ce niveau-là que se fait la discussion. Ce matin, j'avais dit méchamment que la réponse ne m'allait pas à une question que j'avais posée, parce que effectivement, c'est pas une question la question n'est pas de savoir si on produit des bonnes règles. D'accord? La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait savoir. Oui, exact. Et c'est pas la même question. La question de l'enseignant, du pédagogue, c'est je dois faire tout pour que ma règle soit bonne. Alors, la question de l'économique, c'est je dois faire tout pour que ma règle soit vendue, entre guillemets. C'est-à-dire que quelque part, la crise en place. Et c'est un petit peu ce que j'en pense. Donc, il faut prendre ça. C'est aussi parce que c'est des obstacles qui sont non dits. Il n'y a aucun enseignant qui va oser vous. Ils vont avoir du mal à vous dire qu'en fait, ils ont quand même un petit ego là-dedans et qu'ils ont envie que leur règle soit diffusée largement et que c'est important, ça, que ce travail soit fait, qu'eux-mêmes ne sont pas très préparés pour le faire, que s'ils étaient allés voir un éditeur privé, en fait, le deal, c'était celui-là, c'est que l'éditeur privé aurait assuré ce service après-vente. Bon, on doit pouvoir le faire avec d'autres façons. On n'est pas obligé de prendre celle du privé, mais on doit essayer de le faire. Excellent. Alors, ça complète là, le temps qu'on avait. Merci vraiment beaucoup. Si je peux résumer rapidement ce qui s'est dit, parce qu'il y a eu plein de choses intéressantes qui se sont dites. Moi, je retiens l'importance de l'authenticité dans tout ça, hein, de se connecter à qui on s'adresse, aller chercher les besoins à qui on s'adresse. Si on parle un langage économique à quelqu'un que c'est sa préoccupation première, peut-être qu'on a des chances de l'atteindre, alors que pour un professeur, c'est sa préoccupation de visibilité, que ça soit intégré dans ses tâches quotidiennes, puis que vraiment on lui fasse de l'air, parce qu'on l'a entendu beaucoup aujourd'hui, l'importance le temps. Le temps, c'est rendu un luxe. Alors, c'est de tenir compte finalement de tous ces éléments-là de la vie quotidienne des créateurs et des décideurs dans le monde de l'éducation ouverte. On a parlé
des politiques, ben, de s'adresser à chaque niveau, dans le fond. Puis j'aimais bien là, ce que Mélanie a dit, là, on y va vers le haut ou vers le bas, mais peut-être les deux en parallèle pour finalement arriver à se rejoindre dans le centre. Je pense que c'est une formule gagnante, c'est de travailler sur tous les fronts en même temps pour faire avancer les choses. Le plus possible ensemble aussi, de se réunir là, pour pouvoir faire nos revendications. Moi, j'ai adoré au niveau du sommet francophone cet aspect-là de revendication, comment faire des revendications. Puis j'aimais bien l'idée là, d'aller chercher les données pour appuyer, mais aussi aller chercher l'aspect émotionnel, l'aspect de j'ai un humain devant moi, là, comment convaincre cet humain-là, comment lui parler pour que ça lui touche personnellement. Alors, je pense que cet aspect-là a tenir en compte aussi pour faire avancer les choses. Alors, un grand merci. Est-ce qu'on termine, Marianne? Par on va remercier nos panélistes. Ben oui. Merci beaucoup. Hey, je veux voir le petit 5 à 7, on le fait-tu dehors avec la vraie lumière? Oui. On va le faire ici, je peux déjà installer les choses. C'est pas que ça relance. Je pense que tout le monde va être content de voir la lumière dehors. Ça va être mieux. Non, je vais rester debout. Alors, la synthèse revenait à Bruno Paulhubert, qui est absent aujourd'hui. Et moi, je faisais le mot de fermeture. Et ça commençait par « Merci Bruno pour cette excellente synthèse. » Alors, j'ai quand même mis des points là, au niveau de la synthèse. Mais pour commencer, quel travail magnifique! Tu peux t'asseoir et relaxer. Ah, ben merci. Parce que depuis 2019, c'est le premier événement traitant des rêves, mon sujet de prédilection, vraiment j'adore, où j'ai été assise. J'ai pu m'asseoir, j'ai pu écouter, j'ai pas eu à faire de plaidoyer, j'ai pris des notes, j'ai fait des liens. Merci. J'ai ramassé des fleurs pour la fabrique rêve, mais les fleurs vont à toi, à toi, à toi, à toi, à tout le monde, en fait, à tout le monde. À Stéphane aussi qui a repris la direction de la fabrique. C'est vraiment une affaire d'équipe. Donc, ça, c'est super. J'ai vraiment apprécié. Aujourd'hui, on a discuté de répondre à un besoin, offrir des solutions. Tu sais, des fois, on se demande, est-ce que je suis pas en train de pousser une solution à un problème inexistant ou à un besoin inexistant? À voir. Je pense que c'est différent. On a parlé donc de faire de la sensibilisation. J'ai aimé le chien, la nourriture de chien. Mais Christopher, Mouna, c'était vraiment intéressant. Puis je me suis dit, ben, on l'applique aussi dans un certain sens au niveau de la fabrique réelle parce qu'on est interétablissement, interordre, cégep université. On doit l'appliquer un peu plus parce que c'est encore nouveau. Là. On apprend à se connaître les deux ordres. Mais on est aussi interprofessionnel et on l'est au niveau de la fabrique réelle, mais au niveau là, on est au niveau même provincial parce qu'on est le PBUC qui fait partie de l'écosystème. On a le réseau des leaders réels qui fait partie de l'écosystème et canadien avec la BRC et même au niveau de la francophonie aussi. L'Université d'Ottawa fait partie de tout ça, le banc canadien. Donc, tu sais, je trouve que... Les étudiants, oui, c'est plus tard. Ah, excuse. C'est ça. Mais oui, les étudiants aussi. Donc, je trouve qu'on n'a pas démarré en silo, les rêves, depuis 2019. Oui, bon, ça, je ne savais même pas que ça existait, donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est fait avant. On le fait bien à partir de maintenant. Donc, ça, c'est intéressant. On a parlé de, ben là, dans la présentation de Doris, j'ai eu un flash. C'est une bibliothécaire réelle, bibliothécaire d'éducation ouverte. C'est vrai que ça fait beaucoup partie de votre ADN, bibliothécaire. Là, ben moi, conseillère pédagogique, puis nous, pourquoi j'ai pas un CP réel? On accompagne beaucoup dans la création de réel, mais est-ce que on a vraiment besoin? C'est pour ça que je me dis, ben voyons, je suis donc bien nombriliste. Pourquoi qu'on n'aurait pas un gestionnaire réel dans un établissement? Pourquoi qu'on n'aurait pas un prof réel dans un établissement? Un étudiant réel? Vraiment, je pense qu'on en revient encore une fois à l'idée d'avoir des leaders, mais
Mais je trouve que les bibliothécaires, vous incarnez beaucoup ce discours-là ou ce besoin-là de de se développer, de développer une expertise. Puis c'est un créneau qui vous va bien. Mais j'ai eu cette réflexion-là. Les ODD, Myriam en a parlé, Stéphane en a parlé aussi. C'est sûr qu'à l'Université de Sherbrooke, on a ça, le développement durable. Hein? On a notre accréditation STAR latine, je le plug. Non, mais on a. Puis les règles, quand ils ont fait, c'était en 2021. C'était ma collègue Véronique Buzaillon qui faisait le recensement des initiatives pour les points STAR. Et moi, je dis, on fait des réels. Ah ouais, c'est quoi ça? Ben, au niveau de l'ODD 12, consommation et production responsable. Ah ouais, c'est donc intéressant. On est allé chercher des points au niveau de notre accréditation STARS grâce à le fait qu'on avait des règles, on pouvait faire la démonstration qu'on avait produit et en utiliser. Il y a aussi l'ODD 9, puis là, on n'arrête pas de parler du dépôt, mais industrie, innovation et infrastructure numérique. Tu sais, il y a vraiment quelque chose à aller chercher à ce niveau-là. Je pense que ça fait partie d'avoir des communautés durables, puis aussi des développements de ressources et de partage durable. Bon, l'ODD 10, une égalité réduite, l'accessibilité, mais linguistique aussi, puis on n'a pas parlé beaucoup d'intelligence artificielle, mais vraiment, ça va venir encore beaucoup sur le sujet, là, je suis convaincue qu'on va se recroiser bientôt, mais il y a probablement nous aider à ce niveau-là, traduire des bases, puis je pense à Amy aussi, son projet de traduction, c'est travail. Donc, ça pourrait être intéressant. Deux dernières choses. Jean Bibeau, un prof à l'Université de Sherbrooke qui fait une deuxième phase de REL. Jean Bibeau, il est en entrepreneuriat. Puis, il fait tout avec le plaisir. Puis, tu sais, dans une rencontre administrative bien formelle, là, bon, ben, les fonds pour créer les REL, voulez-vous un UBR, pas d'UBR, remboursement de facture. Puis à la fin, il dit, hey, faites ça dans le plaisir parce que c'est pour être partagé. Oh oui, c'est vrai. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, on est encore quand même une trentaine. Hey, les vendredis, 5 heures. Quand même. Puis, tout au long de la journée, il y a eu des gens en ligne. Fait que, peut-être au niveau des connexions uniques à voir, mais d'après moi, on était au moins une soixantaine. Moi, je me disais, hey, si on est 20, c'est bon. Puis si tout le monde qui a soumis une communication va venir, c'est bon. Tu sais, je me disais, on est tout solide, mais finalement, moi, j'étais vraiment surprise par la force du réseau. Et là, ben, bien sûr, on est à la face. Hein? Bon. Qu'en est-il de la recherche? La recherche là-dedans. Moi, je me dis, ça me prend de la recherche nécessairement. Quand on a commencé la fabrique en 2019, Éric Chamberlain de l'Université Laval, il disait, on va s'adresser à des profs. On prend une méthode de travail. OK, une méthode de création de réel, ça, c'est important. Ça, c'est connaître avec qui on parle. Il disait aussi, ça va nous prendre des données probantes pour parler à des profs, pour montrer que ça marche, puis aller voir les établissements plus haut au niveau des politiques. Effectivement, puis je pense que là, on est rendu un peu là. Puis la science, tu sais, ça part souvent de la pratique, c'est documenter des pratiques. On est peut-être rendu là à ce moment-ci. Et là, aujourd'hui, je me suis mise à rêver à un observatoire, hein, au Québec. Pourquoi pas? Au niveau des règles francophones. Puis là, je me disais, ça pourrait être autant sur... ben là, je fais un lien un petit peu avec ce que Marie avait dit, les réalistes. Nous, on les appelle les rêleux, les rêlards, ceux qui ne sont pas contents qu'on n'est pas rendu assez loin. Et juste au niveau linguistique, on en est rendu au Québec. Je trouve que binôme, tu sais, avant la fabriquerie, elle avait déjà utilisé ce terme-là de binôme. Hey, mais on se comprend maintenant, on a un référent à partir de ce terme-là, puis pas juste nous, là. Mais tu sais, à notre université, à Rennes, à l'université de Sousse, quand même, tu sais, je veux dire, ça a voyagé. Il y a quoi qui est en train de s'installer. Je pense que c'est le temps de se dire, on va chercher des chercheurs, hein, qui pourraient s'affilier à la fabriquerie. On va parler d'économie. Ça me prendrait aussi, tu sais, pour développer aussi ce discours et regarder qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc, c'est mon petit rêve d'aujourd'hui. Puis, mon deuxième rêve, c'est d'aller continuer à réseauter avec vous autour d'une petite coupe de vin, juste ici. Puis, merci tout le monde. Ça me fait
merci à tous les organisateurs, Serge, Claude et Marianne, qui ont travaillé fort à l'organisation. Puis, grâce à eux, on va avoir un beau petit vin par la suite. Alors, merci beaucoup. Yeah! Au revoir de Potter. Au revoir, les compagnies.